On raconte qu'il est tombé dans une secte aux sombres pratiques. Vous pouvez m'apporter le serpent là-bas? Allons droit au but, ils disent qu'il est dans une secte. On entend aussi qu'il veut divorcer parce qu'il aurait compris qui est vraiment sa femme. C'est un énorme plan qu'elle a préparé sur 10 ans. Il serait aussi ruiné. Il se baladerait et ferait des lives dans des états seconds. Mais qu'est-ce qui arrive au prince de la pop? Ce n'est pas ce que ça semble être. Il y a une enquête pour meurtre derrière l'affaire Justin Bieber. C'est toujours la même histoire, ils ont pour habitude de ruiner les artistes. Leurs vies finissent toujours tristement. Tout le monde connaît ces chansons. Tout le monde connaît son nom. Une génération entière a même grandi avec lui. Mais derrière le succès fulgurant, les projecteurs et les millions de fans, se cache une réalité des plus sombres. Quelle est la meilleure façon de lutter contre le mal? C'était sombre. Comme beaucoup d'enfants stars d'Hollywood, Justin Bieber est tombé dans les addictions. Il s'est autodétruit sous l'œil des caméras et d'un public qu'il a très vite jugé. À la différence de beaucoup d'histoires de ce genre qui se terminent tragiquement, Je me réveillais le matin et la première chose que je faisais, c'était prendre mes pilules et je roulais mon joint pour commencer ma journée. C'était devenu effrayant. Justin a su se relever. Il a affronté ses problèmes d'addiction et s'est reconstruit un mode de vie en apparence plus sain. Du moins, c'est ce que l'on croyait, car en 2025, ses apparitions récentes et toutes les rumeurs qui circulent autour de lui ont de nouveau semé un grand doute sur sa guérison. Une autre chose est inhabituelle dans le comportement de Justin récemment. Son utilisation des réseaux sociaux. Alors qu'il est habituellement assez discret, il enchaîne actuellement les stories et les publications très intrigantes qui dénoncent entre autres beaucoup Hollywood. Pour beaucoup d'internautes, Justin envoie des messages à travers ses publications et il se met même en grand danger. Vous ne comprenez pas quel genre de pression ces personnes ont en interne quand ils essayent d'exposer ce genre de choses. C'est sinistre. Il faut dire que par le passé, quand les réseaux sociaux d'une célébrité deviennent tout d'un coup énigmatiques de la sorte, c'est rarement bon signe. Il y a parfois des drames et des morts soudaines qui surviennent. Mais alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Justin Bieber? Qu'est-ce qu'il traverse vraiment? Quel message est-ce qu'il nous envoie? Il est plus que temps aujourd'hui de tout passer en revue, de faire une grande rétrospective sur sa vie et sur sa carrière, de sa relation avec P. Diddy dont on a de nouvelles révélations, aux zones d'ombre liées à l'absence de ses parents. Je ne voulais pas l'envoyer dans la gueule du loup. Je ne voulais pas qu'il... Il n'y a que l'argent qui vous intéresse. Vous vous foutez de l'humain derrière. Mes antidépresseurs m'aident à sortir du lit le matin. Vous l'avez compris, on s'attaque aujourd'hui à l'un des plus grands dossiers d'Hollywood. Et je pèse mes mots, ce dossier est même historique. Parce que je sais que Dieu va finir ce qu'il a commencé. Vous allez le voir, l'histoire de Justin est loin d'être une histoire de petits privilégiés comme on pourrait le croire en apparence. Ce n'est pas non plus une histoire de gossip de célébrité. Non, c'est une histoire profonde, presque initiatique, celle d'un jeune homme en quête de sens et de vérité, confronté à un système qui broie les artistes depuis des décennies. Mais au-delà de son parcours personnel, cette affaire est le miroir de notre culture tout entière. Les enjeux qui en découlent sont donc immenses.
Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment et je vous souhaite bien sûr la bienvenue dans les coulisses de la fame. On parle ici des coulisses de l'industrie du divertissement au-delà des apparences. Si cette vidéo vous plaît, pensez bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Pensez surtout à prendre vos popcorn, à vous installer bien confortablement, à vous mettre à l'aise parce que cette histoire risque de vous surprendre. Et pour la comprendre, il faut revenir au tout début. Justin Bieber dit avoir eu une enfance heureuse. Malgré l'absence de son père et une situation financière difficile, sa mère a su subvenir à ses besoins et surtout elle lui a offert ce dont il avait le plus besoin, de l'amour. Très jeune, Justin a aussi eu la chance de comprendre quelle était sa passion, de comprendre ce qui l'animait au plus profond de lui-même, la musique. Dès ses 2 ans, il commençait à chanter. Mais il a aussi appris seul à jouer de la guitare, puis du piano, de la trompette et de la batterie. Cette passion est plus ou moins restée secrète jusqu'en 2007. Cette année-là, à seulement 12 ans, Justin participait à un petit concours de chant local dans sa ville natale, Stratford, au Canada. Sa mère, Patty Mallette, était émerveillée par le talent de son fils. Non seulement mon fils est en bonne santé, mais en plus il est talentueux, il est magnifique, il est doué dans plein de choses, il a le plus grand des cœurs. Elle voulait garder une trace de la prestation de Justin. Elle l'a filmé et pour que toute sa famille et ses amis puissent voir ce grand moment, elle a décidé de poster la vidéo sur YouTube. À cette période, on était au tout début de YouTube. Sa mère n'avait aucune stratégie derrière la tête et n'imaginait pas une seule seconde toute la magie que pouvait créer Internet. Elle ne se doutait pas une seule seconde que cette vidéo allait lancer la carrière de son fils. Cette vidéo a eu un buzz qui l'a complètement dépassé. Elle a dépassé les frontières du Canada et elle a entre autres été visionnée par un jeune manager très ambitieux des États-Unis, un certain Scooter Braun, l'un des noms les plus importants dans la carrière de Justin Bieber. Si vous suivez un peu l'industrie musicale, le nom de Scooter Braun vous dit très certainement quelque chose, puisque Scooter Braun s'est fait accuser par la chanteuse Taylor Swift de lui avoir volé tous les droits et tout l'argent de ses musiques. Bien avant le dossier Taylor Swift, Scooter Braun avait déjà des dossiers pas très éthiques dans sa carrière. Il a commencé son activité professionnelle en vendant de fausses cartes d'identité. Puis il s'est rapproché du milieu du divertissement en organisant des soirées et des after-parties, notamment pour la NBA et pour les toutes premières tournées de Britney Spears. Avec un pied dans le showbiz et quelques contacts intéressants, Scooter Braun en 2007 cherchait des talents sur internet dans l'espoir de devenir leur manager. Il est donc tombé sur la vidéo du petit Justin postée par sa mère et il était bouche bée. Il était convaincu d'avoir trouvé le gros lot. Il voulait faire de ce petit talent brut une superstar. Ce que je voulais, c'était trouver un enfant qui puisse chanter comme Michael Jackson le faisait quand il était enfant. Mon instinct m'a dit qu'il fallait que je trouve cet enfant. Pour prendre contact avec eux, Scooter Braun a dû mener une enquête de longue haleine parce que Justin et sa mère n'avaient pas mis de mail de contact. Ils n'attendaient pas du tout de démarchage et d'opportunités professionnelles. Justin, qui surfait sur son buzz, continuait quand même à poster des vidéos de playback sur sa chaîne. Le manager a ainsi pu repérer où se trouvait son église. Il a appelé les écoles aux alentours et a fini par obtenir le numéro de téléphone de la mère de Justin. Cette dernière avait entendu parler de cet homme qui la recherchait, mais elle était très méfiante et elle était en plus persuadée qu'il s'agissait d'un escroc. Elle a donc esquivé ses appels pendant plusieurs semaines. Justin a fini par la convaincre de répondre. Au téléphone, Scooter Braun a rassuré la mère de Justin. Il lui a envoyé des preuves de son sérieux, des références, des vidéos, tout pour convaincre une mère protectrice. Mieux encore, il leur a offert 2 billets d'avion aller-retour pour venir le rencontrer aux États-Unis, en précisant que bien sûr, cette rencontre ne les engageait à rien. Elle n'avait jamais pris l'avion avant, Justin non plus. J'ai finalement réussi à les convaincre de prendre l'avion pour me rencontrer.
Sur place, Scooter Braun leur a montré son professionnalisme. Ils ont visité les locaux et ils ont brièvement rencontré dans les couloirs d'énormes stars, Usher entre autres, dont Justin était un grand fan. Cette rencontre a complètement séduit l'enfant et a fortement rassuré sa mère. La visite s'est conclue par une proposition de contrat. Scooter Braun voulait devenir le manager de Justin. Le contrat semblait alléchant. Très concret, cet homme pouvait réellement faire de Justin une superstar. L'enfant tout insouciant ne rêvait que d'une chose, signer. Mais étant encore mineur, c'était à sa mère que revenait cette grande décision. Et elle a refusé. Elle a expliqué qu'elle avait besoin de plus de temps. Seulement, elle n'a jamais répondu à cette proposition. Face à ce silence, Scooter Braun est venue au Canada pour comprendre ce qui bloquait sa mère, et elle a été très explicite. Elle a expliqué que ce qui l'a bloqué dans la signature de ce contrat était la dimension spirituelle. Elle a fini par poser la grande question qu'elle avait au fond de son cœur depuis tout ce temps. « Monsieur Braun, êtes-vous croyant ? Et de quelle religion êtes-vous » Et à ce moment précis, la signature du contrat a été beaucoup plus tendue. Si la mère de Justin était aussi préoccupée par la dimension spirituelle de ce contrat, c'est parce que la foi et la religion ont une place centrale dans sa vie et surtout dans la naissance de son seul et unique enfant. Et pour le comprendre, il faut d'abord savoir qui est vraiment la mère de Justin Bieber. Patty Mallette, aujourd'hui star des réseaux avec ses 1,8 million d'abonnés sur Instagram, est née en 1975 et elle a eu une enfance des plus traumatisantes. Son souvenir le plus ancien est celui de son père violent et alcoolique qui quitte le foyer familial alors qu'elle n'a que 2 ans. Cette même année, sa grande sœur, Sally, de 3 ans son aînée, meurt en se faisant percuter par une voiture. Âgée de 4 ans, elle vit sa première agression sexuelle par son babysitter. Cet incident ne sera que le premier d'une longue série d'expériences traumatisantes avec le grand-père d'une amie, avec sa nourrice, avec des jeunes de son quartier, sa mère submergée par les défis financiers que doit affronter une maman célibataire au Canada, fait preuve de négligence et ne prend pas conscience de l'ampleur et de la fréquence des abus que subit Patty. Patty grandit avec un sentiment de honte permanent qu'elle n'arrive pas à combler. Et dès ses 14 ans, pour mettre un pansement sur tous ces traumatismes, elle se réfugie dans l'alcool et dans certaines substances. Patty n'a aucune limite dans ses consommations, plus c'est fort et plus ça lui permet d'oublier, elle devient vite addicte à toutes ces substances. Dans la foulée, Patty se fait virer de son école, elle tombe en dépression, elle est rongée par la solitude et commence à se rendre dans des endroits peu fréquentables pour avoir accès au seul bonheur de sa vie, ces substances. Je vous rappelle qu'elle n'a à cette époque que 14 ans. Dans ce sombre mode de vie, les agressions se répètent encore et encore. Patty confie « J'ai été violée tellement de fois qu'au fil des années, cela a commencé à devenir banal. » À 16 ans, elle rencontre et tombe amoureuse d'un ado tout aussi perdu et détruit par la vie qu'elle, un certain Jeremy Bieber. Jeremy et Patty commencent à se fréquenter, mais c'est une relation très toxique. Ils passent leur temps à se séparer, à se remettre ensemble, ils sont tous les deux fauchés, ils volent dans les magasins pour se nourrir, et surtout, ils sont en train de s'auto-détruire. Ils partagent un mode de vie sous substance et sans réelle perspective d'avenir. Patty envisage alors de vendre son corps, ou de devenir stripteaseuse. Elle sent que son corps a déjà été souillé pendant toute sa vie. Et surtout, elle pense n'avoir que ça à offrir au monde. Parce que j'avais déjà tellement perdu mon innocence, j'avais perdu toute estime de moi-même. Mais ses pensées, cette perspective d'avenir est loin de la faire rêver. Alors à 17 ans, après une énième dispute et séparation avec Jeremy Bieber, Patty se demande si la solution à tous ses problèmes ne serait pas de tout stopper. De stopper la vie. À quoi bon continuer avec tous ces traumatismes, avec toute cette solitude, tout ce destin si fataliste qui s'offre à elle? Ne sachant plus à quoi se tenir, Patty traverse la route pendant qu'un camion passe. Mais miraculeusement, le camion l'évite, et ce sont finalement les secours qui viendront la récupérer. Patty sera gavée de médicaments à l'hôpital psychiatrique. Les médecins et psy tenteront de la guérir, mais rien à faire, Patty a tout simplement perdu goût à la vie. Aucune personne de son cercle d'amis addicts aux substances ne prend la peine d'aller la voir à l'hôpital.
mais une vieille connaissance, un certain John, un jeune homme qui était dans le même centre de jeunesse qu'elle, est venu la voir. John est venu lui apporter des bons repas, bien meilleurs que ceux de l'hôpital, mais surtout un peu de joie de vivre. Il apparaît vite comme une petite lumière dans la vie de Patty. Elle voit en lui en plus, pour la première fois, une personne complètement désintéressée, qui ne vient pas la voir en attendant quelque chose en retour, qui n'attend pas d'avoir de relation intime avec elle. Il est juste là tel un vrai ami pour lui apporter un peu de réconfort. Un jour, John est venu voir Patty, toujours à l'hôpital, avec une rose. Je me suis dit, tiens, c'est sympa, c'est un truc d'ami de ramener une rose à l'hôpital. C'est plutôt mignon. Puis il a dit. John lui dit que cette rose n'est pas une rose ordinaire, elle est d'une origine divine. John affirme avoir reçu une mission de Dieu, celle d'apporter cette rose à Patty en lui disant que la façon dont elle la verra sera la façon dont lui la voit de là-haut. Je lui ai dit que premièrement, je ne crois pas en Dieu. Et deuxièmement, si Dieu est réel, il ne te parle sûrement pas parce que je suis loin d'être une rose. Je suis tout sauf une rose. Patty a fait du catéchisme dans son enfance, mais son foyer s'est progressivement éloigné de toute valeur spirituelle, alors elle n'est pas vraiment très réceptive à tout ce que lui dit John, qui quant à lui est chrétien évangélique. Et là, au fond de moi, je me suis dit, oh là la punaise, il parle beaucoup de Dieu, et dire qu'on n'est même pas dimanche. Malgré son scepticisme, Patty a toujours écouté John attentivement parce qu'elle voulait sincèrement comprendre d'où venait sa joie de vivre. Il m'a dit que Dieu m'a créé avec un plan et un objectif. Il m'a demandé ce que j'avais à perdre de laisser une chance à Dieu de me montrer le plan qu'il avait pour moi, ce qu'il pouvait faire de moi. Une fois seule dans sa chambre, sous les conseils de John, Patty, sans trop d'attente et constatant qu'elle n'avait de toute façon rien à perdre, s'est pour la première fois tournée vers le ciel. J'ai dit, Dieu, si jamais je dois te suivre et te donner ma vie, je sais que tu n'aimes pas les substances et l'alcool. Mais sache que moi, j'aime beaucoup mes substances et mon alcool. Alors tu as plutôt intérêt d'être mieux que mes substances et mon alcool, parce que si tu n'es pas mieux, je n'arrêterai pas. Patty explique qu'elle a tout d'un coup ressenti pour la première fois de sa vie une présence. Une présence en elle, une présence autour d'elle, une présence divine, un amour surnaturel qui l'a amenée pour la première fois de sa vie dans une profonde paix. Patty ne comprenait pas tout, mais elle est intimement convaincue qu'à ce moment précis dans cet hôpital, Dieu s'est révélé à elle, qui lui a changé toute la façon dont elle voyait le monde et la vie. Il m'a envoyé une vision. Sa présence était bien réelle. Je me suis mise à pleurer et je me suis dit, tu es vraiment réel en fait. J'aime la façon dont tu as immédiatement appelé John pour lui dire « Mais est-ce que tu savais que Dieu était réel en fait ?» C'est ça, et lui il était en mode « Bah oui, c'est ce que je te disais quoi ». En sortant de l'hôpital, Patty s'est remise à fréquenter Jeremy Bieber, qui lui n'avait pas du tout changé. Et 7 mois après son hospitalisation, à 17 ans, Patty est tombée enceinte. En plus de son jeune âge, elle n'avait aucune situation stable. L'enfant allait donc grandir dans la pauvreté et dans un foyer instable. Patty, sous les conseils de son entourage, s'est rendue à l'hôpital afin de connaître les options qui s'offraient à elle pour ne pas garder cet enfant. Mais revenir dans le milieu hospitalier lui a rappelé l'expérience spirituelle qu'elle y a vécue. Alors elle a décidé de surpasser sa peur du jugement et de se rendre à l'église pour demander conseil. Les anciens ont alors prié pour Patty et son bébé. Un pasteur est apparu pour lui transmettre une prophétie qui concerne le futur de son enfant. Il s'agirait donc là d'une révélation qu'il affirmait être d'origine divine. Il déclara à Patty que son fils serait un signe pour sa génération. Un catalyseur de réveil spirituel et qu'il serait un instrument mis entre les mains de Dieu. La prophétie était que j'allais donner naissance à un réveil. Il y avait un réveil spirituel qui allait naître. J'allais donner naissance à un réveil. Patty voulait croire le pasteur, mais restait sceptique.
Alors elle s'est mise à prier seule, et elle a ressenti une nouvelle connexion divine, la même qu'elle a reçue à l'hôpital 7 mois plus tôt. Elle vit ce moment de plénitude comme une confirmation, celle que Dieu avait un plan pour son enfant. Elle décida donc de garder son bébé, et quelques mois plus tard, le 1er mars 1994, le petit Justin Bieber venait au monde. À peine sortie de l'hôpital, Patty a emmené le bébé à l'église, où elle a prêté serment que son nourrisson accomplira cette prophétie. Il sera un signe pour la génération qui arrive. Qu'il sera là pour les âmes perdues, qu'il guidera sa génération vers le royaume de Dieu. Jeremy Bieber suivait toutes ces histoires d'assez loin. Il n'avait aucun espoir dans la prophétie que lui a partagée Patty, mais il a accepté son rôle de père. Il l'a accepté pendant 10 mois, puis est parti. Il a refait sa vie et il reverra Justin de temps en temps. Justin vivra donc principalement seul avec sa mère. Ils passeront la première partie de sa jeunesse dans un foyer pour jeunes mamans. Patty enchaînera les petits boulots pour s'assurer que son enfant ne manque de rien. Elle refusera de refaire sa vie, affirmant qu'elle a de son plein gré fait vœu de chasteté depuis la naissance de Justin. Justin a quand même eu une figure paternelle très importante dans son enfance, puisque juste avant sa naissance, la mère de Patty, donc sa grand-mère, a refait sa vie avec un homme que toute la famille décrit comme exceptionnellement bienveillant. Cet homme a considéré Justin comme son petit-fils, ce dernier le considéra comme son grand-père. Ils seront très proches. En dehors de sa passion naturelle pour la musique, Justin était un enfant plein d'énergie, à la fois sociable et indépendant. Il était surtout très curieux, il s'intéressait à tout, il voulait tout savoir sur le monde et sur la vie. Et vous vous en doutez, il était également très influencé par les valeurs chrétiennes qui ont eu un rôle central dans son enfance. L'église leur offrait d'ailleurs leur aide avec des colis alimentaires pour combler leurs fins de mois difficiles. Seigneur, nous te remercions pour ce repas. Puis le fameux concours de chant est arrivé, suivi par le fameux Scooter Braun et son contrat leur promettant de résoudre tous leurs problèmes financiers. Patty ne voulait accepter qu'à condition de connaître la religion de ce manager, et elle a découvert qu'il n'était pas de la même confession qu'elle. Ayant promis à l'église que son fils dédiera sa vie à Jésus-Christ, Patty était bouleversée. Elle voyait d'un côté que le contact passait très bien entre Scooter Braun et son fils, mais elle voulait absolument que la future carrière de son fils soit en adéquation avec les valeurs chrétiennes. Alors elle est partie demander conseil à l'église. Et pour une raison ou pour une autre, les responsables de l'église lui ont conseillé de saisir cette opportunité et de signer ce contrat opaque. Ce contrat a permis à Justin de s'introduire dans l'industrie musicale. Tout s'est très vite accéléré dans la vie de Justin et de Patty. Ils ont tout quitté pour les États-Unis. Justin a dit au revoir à ses amis, à son école. Le plus difficile était de dire au revoir à ses grands-parents. La vie a changé brutalement pour Justin. Est-ce que vous vous inquiétez pour lui? Oh, non. Je sais que Patty veillera sur lui. Par l'intermédiaire de Scooter Braun, deux poids lourds de l'industrie musicale se sont présentés à Justin pour devenir son mentor, Usher et Justin Timberlake. Justin devait faire un choix et il s'est finalement porté vers Usher, dont il était, je vous le rappelle, un grand fan. En partenariat avec Scooter Braun et le label Island Def Jam, Usher a créé et signé Justin sous son label. Le chanteur l'a aidé à affiner son style musical, il l'a connecté à des producteurs et auteurs-compositeurs de premier plan qui l'ont aidé à faire son tout premier single, One Time. Son album My World, qui paraîtra en 2009, sera un succès à l'échelle mondiale, porté entre autres par le fameux Baby.
En interne, toute une équipe s'est formée autour de la nouvelle superstar. En première ligne, on a bien sûr Scooter Braun en tant que manager, Usher qui incarne le rôle de mentor, mais il y a aussi David Bolno, un gestionnaire d'affaires reconnu dans l'industrie du divertissement qui deviendra responsable de la gestion financière de Justin Bieber. Alison Kay, l'une des femmes les plus influentes de l'industrie, deviendra quant à elle sa responsable de carrière. Elle aura un rôle sur toutes les parties qui concernent l'image publique de Justin, ainsi que la logistique de ses tournées. Ryan Good, ancien assistant styliste d'Usher, deviendra le styliste personnel de Justin, mais leur relation ira bien au-delà de ça, puisqu'il deviendra aussi son conseiller, son meilleur ami et son confident. Et enfin, dans les têtes les plus importantes, il y aura aussi Kenny Hamilton, garde du corps perso de Justin, très souvent présenté comme un homme au grand cœur, et comme un gros nounours, c'est Justin lui-même qui a trouvé ce surnom. Il le verra comme un véritable ami et un conseiller lui aussi. Cette grande équipe a mis Justin au contact des plus grands experts de leur domaine. Dans la musique, dans la danse, dans le chant, Justin a appris tous les codes du métier à la perfection et est devenu un grand performeur. Les succès se sont enchaînés, Justin a conquis de plus en plus de fans aux quatre coins du monde, il est devenu plus qu'une pop star, un véritable phénomène planétaire. Ses fans, principalement des jeunes filles à cette époque, devenaient complètement incontrôlables. Certaines s'évanouissaient rien qu'en le voyant. Et dans l'ombre des projecteurs, sa mère, Patty, voyait tout ça d'un très bon œil. Ce tourbillon médiatique, tout l'engouement autour de son fils, faisait partie du plan de Dieu. Car Justin restait profondément attaché à sa foi, et il la partageait dès qu'il le pouvait. Je pense que Dieu est le seul à me garder sain d'esprit actuellement. Il est la raison pour laquelle je suis ici. Je suis chrétien, je crois que Jésus est mort à la croix pour mes péchés. Je l'aime, j'ai une relation avec lui. Vous voulez savoir qui est ma plus grande inspiration? Je dois vraiment citer quelqu'un de notre époque. Je tiens à remercier non seulement Dieu, mais Jésus. Sans lui, je ne serais pas ici. Ma plus grande inspiration, c'est Job. Je suis sérieux. Vous savez qui est Job? Oui, de la Bible. Avant chaque concert, il priait. Veillez à ce que chacun d'entre nous donne le meilleur sur scène. Merci Jésus. Amen. Et pour Patty, c'était clair, son fils guidait, comme le voulait la prophétie, toute sa génération vers Dieu. J'allais donner naissance à un réveil. Ses actions étaient en plus cohérentes puisque Justin montrait de bonnes valeurs à son public en s'investissant sur des projets humanitaires et associatifs. Le second album de Justin sera un album de Noël, un choix judicieux qui parvient à satisfaire tout le monde puisqu'il allie à la fois la dimension religieuse à laquelle s'attachent Justin et Patty puisque la racine de Noël est chrétienne, mais Noël à l'heure actuelle a aussi une dimension commerciale plus laïque à laquelle s'attache son manager qui voulait impacter le plus de personnes possible et ne pas rester ciblé seulement au public chrétien. Scooter Braun sait aussi que la recette d'un bon succès, vu le public de Justin, passe inévitablement par une belle image de couple. Il a donc négocié avec les équipes de Disney la rencontre entre Justin et une autre enfant star issue de Disney Channel cette fois, Selena Gomez. Au même moment, une autre personne tentait une rencontre arrangée. L'acteur Stephen Baldwin, sans demander la permission à qui que ce soit, a lui aussi pris les devants en organisant une rencontre entre sa fille, Hailey Baldwin, et le jeune Justin. Bonjour, je m'appelle Stephen Baldwin, et voici ma fille Hailey. Elle était là, avec ses yeux à moitié fermés en mode « ravie de te rencontrer », elle s'en foutait totalement. Ça se voyait qu'elle ne voulait pas être là. On apprécie beaucoup tes musiques.
Monsieur Baldwin a donné un DVD à Justin, un DVD loin d'être anodin. Retenez bien ce détail, il sera crucial pour la suite lorsque vous découvrirez de quel film il s'agit. Le manager de Justin a écourté leur rencontre. Ouais, mais attends, on se reverra. Mais le lendemain, l'acteur a réussi à organiser un bowling entre sa famille et Justin accompagné de sa mère. Hailey expliquera que cette rencontre était super gênante. Justin, quant à lui, plaisantera en disant que cette rencontre était une sorte de mariage arrangé, orchestré par leurs parents qui partageaient des valeurs chrétiennes similaires et qui pensaient qu'ils s'entendraient bien. Mais finalement... J'ai un crush pour Selena Gomez. C'est finalement la rencontre organisée par Scooter Braun qui aboutira dans l'immédiat à quelque chose. Le couple Selena-Justin, officialisé à partir de 2011, deviendra l'un des couples les plus emblématiques de la pop culture. D'un point de vue marketing, c'était la relation parfaite qui permettait de propulser leurs carrières respectives. Le beau garçon avec la belle fille, ce couple a été adoré. Traqué par les fans qui ont suivi attentivement chacune de leurs séparations puis réconciliations pendant 8 ans. Leur public principal à cette époque était composé de jeunes filles, un peu hystériques pour certaines, mais profondément innocentes. Elles ne voulaient rien d'autre que suivre leur couple préféré et se perdre dans les beaux yeux de Justin. Mais le problème, c'est qu'elles n'étaient pas les seules à avoir un béguin pour Justin Bieber. Je suis célibataire. Je ne peux rien y faire, c'est juste qu'il est trop délicieux. Il est tout petit. Des personnes bien plus puissantes et plus âgées étaient aussi attirées par le visage tout innocent de Justin. Alors qu'il n'était qu'un enfant rempli d'innocence, il devenait un espèce de fantasme au sein de l'industrie. À 16 ans, il figurait dans des listes inappropriées, celles des hommes les plus sexy par exemple. Des célébrités comme Rihanna acclamaient à quel point il était sexy. D'autres célébrités comme Katy Perry s'autorisaient carrément à lui toucher les fesses. Sur les plateaux, il y a eu de nombreux dérapages. Je veux toucher ton visage. Le tout bien sûr sous l'œil des caméras, ce qui laisse beaucoup d'interrogations quant à ce qui se passait une fois les caméras éteintes. Et quand on parle des prédateurs qui entourent Justin, on ne peut pas passer à côté de cette vidéo avec Diddy postée sur la chaîne de Justin en 2009. Au vu de toutes les accusations portées sur ce producteur et ses sombres pratiques, le producteur P. Diddy est accusé de trafic d'agression. Cette vidéo, rien qu'à son titre, 48 heures avec Diddy, a de quoi faire penser à un film d'horreur. Pour les prochaines 48 heures, il est avec moi. C'est Usher qui a organisé la rencontre entre Justin et Diddy. Le chanteur confie pourtant avoir lui-même vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir quand il était tout jeune chez Diddy. J'ai eu la chance de voir certaines choses. J'étais là-bas pour voir le lifestyle et je l'ai vu, mais je ne sais pas si je pouvais vraiment comprendre et apprécier tout ce que je voyais. C'était assez dingue. Usher affirme aussi qu'il ne laisserait pas ses propres enfants auprès de Diddy. Oh non! Il n'a visiblement pas hésité à laisser le petit Justin, dont il était le mentor et qu'il savait très vulnérable, aux mains de Diddy. Pendant plus d'1 an, les rumeurs ont enflammé Internet, avec un Justin qui a gardé le silence. Jusqu'à ce qu'en mai 2025, on apprenne via le magazine TMZ que tous les internautes ont des idées mal placées et que Justin n'a pas été une victime de Diddy. Cette information exclusive proviendrait d'un représentant de Justin. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas son identité, et qu'à côté de ça, il paraît très suspect que Justin ait décidé d'annoncer ce grand scoop à TMZ, l'un des magazines People les moins éthiques, qui a fait vivre un enfer à Justin tout au long de sa carrière, et qui vient tout juste de faire un documentaire à charge contre lui. On va revenir dessus plus tard, mais il y a de nombreuses raisons de douter de ces informations soudaines, même si elles sont très rassurante. Vous le savez, Diddy est accusé de mettre ses victimes en état d'inconscience pour en abuser. Et selon Suge Knight, cette fois on a un nom sur l'informateur, contrairement aux sources de TMZ, Diddy aurait fait ses pratiques signatures sur Justin et en aurait fait profiter des personnes fortunées, des élites qui étaient prêtes à débourser d'énormes sommes d'argent pour avoir des relations avec la pop star.
Alors il n'a apporté aucune preuve, donc ces allégations restent à prendre avec des pincettes. Mais si ces allégations s'avèrent vraies, Justin n'est sûrement pas la seule célébrité à avoir été victime de ce genre de procédé. Ça a de quoi interroger. Ce qui est en tout cas certain, c'est que Justin a été introduit à un monde qui n'était définitivement pas de son âge. Voici par exemple les questions qu'on lui posait en interview à la radio. J'aimerais savoir pourquoi tu ne parlerais pas de sexe. Pour être honnête, je ne me sens pas à l'aise actuellement. Pourquoi est-ce que tu veux parler de sexe avec un garçon de 15 ans? C'est extrêmement bizarre. Parlons plutôt de mon album. Ce shooting fait à 16 ans avec une Kim Kardashian de 29 ans qui venait de se faire mondialement connaître pour avoir rendu public sa vidéo intime montre bien les mœurs, le mode de vie auquel Justin, qui n'était encore qu'un enfant, a été initié. Et une question légitime apparaît, que faisaient ses parents? En ce qui concerne le père de Justin, il a justement tenté à cette période de revenir dans la vie de son fils, d'être protecteur, mais au vu de ses années d'absence, ce retour soudain était perçu comme opportuniste et il a dû rester relativement loin de la carrière de Justin et loin de ce nouvel entourage qui s'est créé autour de son fils. En ce qui concerne sa mère, Patty, elle était bel et bien centrale dans sa carrière. Je sais que Patty veillera sur lui. C'était sa responsable légale et elle aurait pu et même dû intervenir. Elle a reconnu dans son livre qu'elle a fait preuve de certaines négligences dans la carrière de Justin, en affirmant qu'elle était submergée par tout un tas de papiers et de documents qu'on lui faisait remplir et signer. Et d'ailleurs, même lorsqu'elle refusait certaines propositions, Patty avait beaucoup de mal à se faire entendre. Dès 2010, Patty commençait à chercher des avocats pour régler certains problèmes en interne, certains choix qui avaient été pris par les équipes de management sans son consentement. On ne sait pas où ces poursuites juridiques, seules contre une énorme industrie l'ont menée, mais la situation ne s'est pas arrangée pour elle. Elle a de plus en plus perdu le contrôle. Patty a évoqué cette ressentie à de nombreuses reprises, mise de côté par cette grande équipe de management. En fait, cette équipe est rapidement devenue une sorte de nouvelle famille pour Justin. Scooter Braun incarnait une figure paternelle. Scooter. On a traversé tellement de choses ensemble. Je suis si reconnaissant. Et Allison, une figure maternelle. Allison, tu as toujours cru en moi. C'est comme une figure maternelle pour lui. Allison est une figure assez froide, mais solide, que Justin a perçue comme protectrice. Il l'a perçue comme étant plus fiable que sa mère, qui quant à elle était très stressée et submergée par le phénomène Justin Bieber qui l'a dépassé totalement. Patty fait face à de nombreuses critiques aujourd'hui. Les internautes l'accusent d'avoir littéralement vendu son fils. Mais pourtant, à l'inverse de beaucoup de parents de célébrités qui ne pensent véritablement qu'à l'argent, Patty, même si elle n'a pas réussi, tenait vraiment à protéger son fils. Seulement ce monde était tout nouveau pour elle. Elle naviguait dans un univers inconnu. Elle était extrêmement naïve, intimidée et croyait Justin qui disait vivre un rêve éveillé. Je fais ce que j'aime. Alors, ce n'est pas vraiment du travail pour moi. Patty voulait que toute cette gloire puisse être utile. Alors en pensant que son fils était bien accompagné, elle a préféré fonder assez précipitamment son association pour aider les jeunes en difficulté. Elle s'est aussi investie dans l'aide des SDF de la ville de Los Angeles parce qu'elle se reconnaissait en eux. En visitant ces centres, j'ai eu l'impression de me voir. Je me suis effondrée en larmes la première fois. Pour comprendre comment Patty a pu passer à côté de choses qui paraissent aujourd'hui si énormes, pour les prochaines 48 heures, il est avec moi. Et négliger ce qui était le plus important à ce moment précis, à savoir la protection de son fils, et on va devenir complètement fou. Il faut comprendre sa psychologie. Patty a grandi dans un environnement où les pires choses, les abus, les addictions, la violence, étaient associées à des milieux défavorisés. Elle percevait les hautes sphères, de l'industrie musicale en l'occurrence, comme un monde différent, comme prestigieux et donc plus sûr.
Il s'agit là d'un vrai biais cognitif qui a été analysé par de nombreux sociologues. C'est le syndrome de l'idéalisation sociale, selon lequel, dans notre société hiérarchisée, les personnes en bas de la société ont une tendance à penser que les élites, les personnes riches, célèbres et influentes, sont forcément plus compétentes, qu'elles sont plus éthiques et supérieures moralement. Ainsi, même les comportements choquants auront tendance à être minimisés, avec l'idée que ces personnes supérieures savent ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Il y a eu en plus un véritable travail de séduction qui a été fait sur Patty. Ils ne lui ont montré que les strass et paillettes de l'industrie bien sûr, alors elle idéalisait véritablement ce monde, elle le pensait sûr. En pensant avoir atteint ce monde idéal, elle voulait tendre la main aux personnes les plus démunies pour qu'elles puissent elles aussi l'atteindre. Alors elle passait sur tous les plateaux possibles pour raconter son histoire en espérant toucher des gens, toucher des âmes qui traversent ce qu'elle a vécu plus jeune. Elle donnait aussi ses conseils perso et individuels aux personnes qui la suivent sur les réseaux. Vous savez, j'ai presque 2 millions d'abonnés sur Twitter. C'est fou. Ils m'appellent tous maman. J'aime tellement échanger avec eux. Pouvoir leur donner des conseils. C'est juste incroyable. Patty n'imaginait pas que les hautes sphères du showbiz pouvaient être bien plus sombres que tout ce qu'elle a connu dans les sphères les plus pauvres de la société. Elle ne se doutait pas de ce qu'un producteur aussi exposé et connu que P. Diddy pouvait faire tapis dans l'ombre. Elle ne réalisait pas que Justin se faisait petit à petit initier à ce monde et à ses pratiques. Rapidement, Justin a adopté une image que Patty n'a pas vu venir, celle du bad boy. Dès son 3e album, le comportement de Justin a commencé à changer. Il arrivait en retard à ses concerts, en acclamant en coulisses que c'est son show et qu'il monte sur scène quand il le veut. Il est devenu de plus en plus arrogant, avec une attitude qui ressemble à celle d'une vraie diva irrespectueuse. Un cliché a notamment beaucoup fait parler puisqu'on voit ses gardes du corps le porter pendant qu'il visite la Grande Muraille de Chine. Justin adoptait aussi une image plus laïque en interview. Il évitait de parler de sa foi. Ses références religieuses devenaient beaucoup plus subtiles dans ses projets musicaux. Son album s'intitule Believe, qui signifie croire, qui peut rappeler à la fois au fait de croire à une force supérieure, à une mission plus grande à faire sur Terre, mais en même temps, Believe peut simplement signifier croire en soi, croire en ses rêves. Un message plus mainstream qu'a reçu une très grande partie de son public. Believe, croire en nos rêves, merci Justin Bieber pour ta terre. Patty ne voulait pas que la spiritualité soit si subtile, mais Justin commençait à ne plus écouter ses conseils et à s'éloigner de sa foi. J'ai l'impression que plus j'impose ma foi sur lui, plus il s'en éloigne. Alors je me dis qu'il doit suivre son propre chemin, que c'est un voyage et que je ne peux pas le faire à sa place. Peut-être qu'il fera des erreurs en cours de route, peut-être qu'il se vautrera par moments. Alors je le laisse et j'espère qu'il prendra de bonnes décisions. Elle n'imaginait pas que Justin allait non seulement enchaîner les mauvaises décisions, qu'il allait prendre ses distances avec elle, et qu'il allait surtout vivre une réelle descente aux enfers. Justin s'est complètement perdu. Il est tombé dans un cercle vicieux où plus personne autour de lui ne l'encourageait à s'accrocher à de bonnes valeurs, à garder les pieds sur terre et à avoir une bonne influence sur son public. Il n'a cessé de faire parler de lui pour des mauvaises raisons. Entre le crachat sur ses fans, les bagarres avec les paparazzi, les œufs jetés à la maison de ses voisins, le vandalisme, les prostituées au Brésil, Justin a complètement cassé l'image du gentil garçon qu'il a pu avoir. Avec un permis non conforme, il a aussi été arrêté en train de faire un excès de vitesse sous l'emprise de beaucoup de substances. Si la justice a toujours été très clémente avec lui exigeant des amendes et des cours de gestion de la colère, son comportement d'enfant pour y gâter qui met la vie des autres en danger a énervé beaucoup d'Américains. Une pétition exigeant qu'il soit exclu des États-Unis et qu'il retourne au Canada a récolté 273 000 signatures. Même si cette pétition n'a pas abouti, elle démontre bien à quel point Justin était devenu un vrai danger public, une star incontrôlable.
Pendant cette période tumultueuse, Justin avait une relation instable avec Selena Gomez. Ils étaient tous les deux tout jeunes, sous une double pression médiatique. Justin a reconnu avoir été très destructeur dans sa relation. La chanteuse affirme quant à elle qu'il lui a fait subir des abus émotionnels, qu'elle vivait une codépendance dans laquelle elle cherchait éternellement une validation émotionnelle de la part de Justin. Même si beaucoup de leurs fans refusent de l'entendre, selon leurs propres déclarations, leur relation avait tous les traits d'une relation toxique. Et le rôle de l'industrie était forcément pour quelque chose. Ils ont été, chacun de leur côté, initiés au mode de vie hollywoodien. Comme chaque enfant, ils étaient influençables, ils ont recopié ce qu'ils voyaient autour d'eux. Bien sûr, ce n'est pas pour justifier leurs fautes respectives, mais il faut bien comprendre que dans leur monde, les trahisons étaient devenues normales. C'est d'ailleurs tout un système bien rodé, parce que les équipes autour d'eux savent très bien que les dramas, voire les histoires de tromperie, attirent beaucoup plus l'attention que les relations saines. Si Justin et Selena s'étaient rencontrés dans un autre contexte, leur relation aurait sûrement été bien différente. Justin était donc en train de détruire son couple, mais il était surtout en train de s'auto-détruire lui-même. La première chose qu'il faisait le matin était de prendre ses pilules et ses substances parce qu'il n'arrivait plus à affronter la réalité. Les gens ne réalisent pas à quel point c'était grave. C'était vraiment complètement dingue. Ma sécurité venait dans ma chambre la nuit pour mesurer mon pouls. Il était complètement addict. Il a été filmé dans les quartiers les plus pauvres de Los Angeles et selon les personnes qui le filmaient, Justin venait y chercher sa consommation. Et il n'était pas seul. Selena Gomez était avec lui. Étonnamment, Selena a échappé à toute mauvaise presse. Mais ça n'est pas le cas de Justin. À cette époque, certains médias ont même parié qu'il allait faire partie du club des 27, à savoir de la liste très étrange des stars de la musique qui, pris au piège par leur addiction, meurent prématurément à 27 ans. J'avais l'impression d'être en train de mourir. Feeling like I'm breathing my last breath. Feeling like I'm walking my last steps. Vous vous demandez peut-être comment Justin a pu tomber aussi bas. Il avait de l'argent, des fans, un train de vie dont beaucoup de personnes rêvent. Mais pourtant, profondément, il avait aussi tous les ingrédients pour une telle chute. Tout d'abord, il y a l'environnement dans lequel il était, où circulent toutes sortes de substances. Mais Justin a aussi une certaine prédisposition héréditaire à développer des addictions au vu de l'histoire de ses parents. Mais pire encore, et souvent négligé, Justin a été shooté à quelque chose de très dangereux tout jeune. La dopamine du succès. C'est difficile pour n'importe quel artiste de gérer les montagnes russes d'un succès, mais quand on a 15 ans et qu'on arrive à un tel niveau, on entre dans un degré qui dépasse tout entendement. Justin affirme qu'il ne se sentait pas légitime de ce succès. Il a eu un énorme syndrome de l'imposteur. Il a eu l'impression d'être littéralement un imposteur, de ne pas mériter toute cette gloire. Et en même temps, il a associé sa valeur personnelle à celle de sa popularité. Il avait l'impression de ne pas avoir de valeur en dehors de sa carrière. Son estime de lui-même était ainsi conditionnelle. Elle dépendait de son niveau de succès. Le fait que son père soit réapparu dans sa vie au moment où il a accédé à la célébrité n'a fait que renforcer cette idée qu'il n'avait pas de valeur en dehors de sa carrière musicale. À tout cela s'ajoutent bien sûr les traumatismes qu'il a pu vivre dans les coulisses de l'industrie, une relation assez toxique et un détachement de toute valeur spirituelle. Si de l'extérieur il gardait le sourire, Justin affirme qu'il était dans un mal-être profond, dans une dépression sévère, avec une profonde anxiété et des envies suicidaires. Il touchait le fond. Patty voyait son fils reproduire la même vie qu'elle avait avant qu'il ne vienne au monde, mais en plus extrême, parce que Justin n'avait aucune limite d'argent pour freiner ses excès de consommation, et tous ses agissements étaient vus à la vue de la terre entière, ce qui n'a fait qu'accentuer son sentiment de honte, et qui l'a enfermé dans un cercle totalement vicieux et nocif. Complètement démunie, Patty n'a cessé de s'en remettre à ce qu'elle considérait comme sa seule arme, puisque Justin ne l'écoutait plus. La prière. Elle a continué à prier pour son fils, prier pour qu'il ne meure pas précipitamment, pour qu'il revienne à la raison, pour qu'il revienne à sa mission divine. Justin, de son côté, a fini par réaliser ce que sa vie était devenue. Il a réalisé à quel point il était vide. J'ai réalisé que j'avais tout ce que les gens estiment être le bonheur.
Les voitures, les vêtements, l'argent, les filles, mais toutes ces choses m'ont laissé vide. J'ai senti à quel point c'était un mensonge de croire que toutes ces choses apportaient le bonheur. Et tout comme Patty des décennies plus tôt, il a fini par lever les yeux au ciel. J'ai dit à Dieu, si tu es réel, j'ai plus que jamais besoin que tu me le prouves. Parce que dans la Bible, il est écrit que si tu me cherches, tu me trouveras. Et une personne est finalement arrivée dans sa vie, un certain Carl Lentz, qui marquera le début d'une phase pour le moins atypique dans la vie de Justin Bieber. Carl Lentz est un pasteur très coté à Los Angeles, qui a été repéré auprès de beaucoup de célébrités. Restez au plus proche du berger. Avec ses tatouages et ses photos torse nu, Carl Lentz est souvent surnommé comme le pasteur rockstar. Justin est parti vivre pendant 6 semaines chez Carl Lentz. Celui-ci a affirmé à la presse être devenu le père spirituel de Justin Bieber. En plus de l'avoir reconnecté auprès de Dieu, Justin affirme que Carl Lentz est devenu une figure paternelle pour lui. Je veux juste aimer encore plus Carl. Une figure dont il avait besoin. La relation Carl Lentz-Justin Bieber a pris une tournure des plus surprenantes. Tout d'abord parce qu'ils allaient boire des coups ensemble, mais aussi parce que la popularité de Justin a dépeint sur celle du pasteur, qui est lui-même devenu une superstar. Et la nouvelle superstar a finalement été démis de ses fonctions de pasteur parce qu'il a été accusé d'adultère. Le pasteur des célébrités a reconnu avoir trompé sa femme. Il a aussi été accusé d'abus et d'exploitation du personnel de sa congrégation. L'argent et la célébrité ont révélé que j'étais au fond un gars brisé avec de sérieux problèmes à régler. Toutes ces histoires ont poussé Justin à prendre ses distances. Et malgré toutes ces controverses, Carl Lentz a été un mentor spirituel dans la vie de Justin. Il l'a réintroduit au christianisme tout en l'encourageant à embrasser un mode de vie hollywoodien. C'est ainsi que Justin a de nouveau fréquenté les églises tout en continuant à se rendre aux soirées de P. Diddy. Justin était dans une sorte d'entre-deux qui peut surprendre, puisque même en boîte de nuit, il tentait de s'accrocher à ce qu'il estimait être sa mission divine. C'est ce qu'affirme Kev Adams, qui a rencontré Justin dans cette phase très particulière. Le gars me prend entre quatre yeux et il me dit écoute, c'est très important toi et moi qu'on parle de ce pourquoi on fait ce métier. Et je lui dis ouais, je suis d'accord, parlons de pourquoi on fait ce métier. Et il me dit pour une raison qui est la même toi et moi. Et moi je suis en mode ouais, bien sûr, l'amour du public. C'est ce que j'allais dire. Pour Jésus. Je suis en mode ah ouais. Et il me dit ouais, pour Jésus. Et là il est en boîte de nuit où il y avait une meuf, tu vois, à moitié à Walp qui lui frottait son huc. Et lui il est en frottage de huc et il est en mode parce que Jésus t'aime. Et Jésus sera toujours là pour toi. Et il faut pas que tu oublies que Jésus, même dans tes moments durs, Jésus te protège. Cet entre-deux a donné lieu à l'album Purpose. Encore une fois, le nom de l'album renvoie à une dimension spirituelle, puisque Purpose signifie le but spirituel, l'idée qu'on a tous un but plus grand que nous à poursuivre. Dans cet album, on a des titres comme Purpose, où il parle de rédemption, d'adoration, dans ce qui est presque du gospel contemporain. Mais on a en même temps des musiques extrêmement pop avec What Do You Mean, qui enchaîne les connotations sexuelles. La tournée de cet album sera finalement écourtée parce que Justin s'est reconcentré sur sa foi. La star traversait une période troublante. Tiraillé entre la culture mainstream du showbiz et ses convictions chrétiennes, Justin naviguait dans un entre-deux que le public n'a pas trop compris et dans lequel il semblait lui-même assez perdu. Il est alors devenu un profil très intéressant pour une certaine Kris Jenner. En effet, un homme célèbre et talentueux qui manque un peu de repères est un profil parfait pour une de ses filles. C'est d'ailleurs elle qui était derrière le tout premier shooting entre Kim et Justin. Mais c'est finalement son autre fille, Kendall, qu'elle présentera comme étant la fille parfaite pour Justin Bieber. La relation Kendall-Justin n'a pas abouti à quelque chose de très sérieux. Justin a confié qu'il souhaitait être avec quelqu'un qui partage ses valeurs. Il est ensuite apparu très proche de sa sœur, Courtney. Il a aussi été proche de Kylie.
Les relations entre Justin et les sœurs Kardashian-Jenner ont beaucoup fait parler. On ne connaît pas totalement la finalité, mais il semblerait que Justin ait toujours fini par mettre des barrières avec les sœurs, là où Kris Jenner, en tant que mère et manager, faisait tout le contraire et poussait ses filles dans ses bras. Il faut dire que Kris Jenner s'est toujours arrangé pour que ses filles et elle gardent le contact avec des personnes dans la lumière. Et en 2012, alors que Kendall Jenner, âgée de 17 ans, voulait lancer sa carrière de mannequin, Kris lui a conseillé de développer son réseau. Et elles ont découvert qu'au même moment, la fille de la star de cinéma Stephen Baldwin, qui est dans la même tranche d'âge que Kendall, était seule et sans amis à New York, en train de lancer sa carrière de mannequin. Kendall est alors partie la rejoindre et a développé une belle amitié avec la fille de l'acteur qui n'est nulle autre qu'Hailey Baldwin. Et voici ma fille Hailey. Et finalement, en étant dans le même cercle amical, Justin et Hailey ont pu se retrouver de nouveau. Ils étaient tous les deux beaucoup plus matures que durant leur première rencontre. Grâce à son pasteur entre autres, Justin était plus posé et moins destructeur. Il a entamé une relation avec Hailey qui n'a finalement pas abouti. Il a confié qu'il avait peur de lui faire du mal. Entre-temps, Selena Gomez est réapparue dans sa vie, ce qui a entamé le grand triangle amoureux traqué par la presse. Alors que ses relations avec toutes ces femmes étaient très complexes à suivre, Justin s'est aussi réconcilié avec la première femme de sa vie, sa mère. Et parmi toutes les conquêtes de Justin, Patty avait clairement une préférence. Elle aimait beaucoup Hailey. Depuis le tout début, c'était son premier choix. Quand Justin s'était mis avec Selena Gomez, Patty décrivait Selena comme une fille adorable. Un joli compliment, certes, mais quand Hailey est arrivée, ces mots ont monté d'un cran. Pour Patty, Hailey est un cadeau du ciel, une vraie bénédiction. Justin a fini par partager la vie de sa mère, il a épousé Hailey et l'a même désignée comme étant son âme sœur. C'est la personne la plus importante de ma vie. J'essaye d'être conscient de ses besoins, de ses blessures, de ses douleurs, de ses désirs, de ses insécurités parfois, parce que j'apprends chaque jour ce que ça signifie d'être un mari et c'est une femme extraordinaire. Je sais d'où l'on vient, je sais ce qu'on est aujourd'hui, et je sens que je peux voir où on va ensemble. Lui et moi faisons entièrement confiance en Dieu dans tous les aspects de notre vie. La foi est un élément central de leur mariage. Hailey a déclaré que suivre Jésus était même la partie la plus importante de leur relation. Vous êtes unis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Patty est très satisfaite de ses priorités et elle a commencé à pointer du doigt que dans cette industrie, parler de manière transparente de sa foi n'était pas vraiment autorisé. Une personne dissuadait Justin de le faire, Scooter Braun. Il lui disait de ne pas dire Jésus, pour que tout le monde puisse s'identifier. Et Justin lui a dit que non. Eux étaient prêts à mourir pour leur foi et que lui aussi était prêt à mourir pour le nom de Jésus. Patty n'est pas la seule à avoir pointé du doigt ce genre de pratique faite en interne. Un autre talent qui a eu Scooter Braun en tant que manager a lui aussi expliqué avoir subi ce genre de pratique. Kanye West. Ils nous font signer un contrat qui nous interdit de dire Jésus. Et oui, Kanye West avait lui aussi Scooter Braun comme manager, mais il s'est complètement rebellé face à Hollywood. On suit aveuglément les opinions des autres. Nous sommes contrôlés par les médias. Kanye a dénoncé tous les grands mensonges que cette industrie transmet aux masses. Les informations qu'on vous transmet ne sont pas bonnes. Le seul luxe qui existe, c'est le temps. J'ai senti à quel point c'était un mensonge de croire que toutes ces choses apportaient le bonheur. Les liens secrets qu'ont les Kardashians. C'est étrange, mais je ne savais pas à quel point ma propre femme était proche des... Et tout un tas d'autres choses qu'on ne va pas développer ici parce qu'on l'a déjà fait dans la dernière vidéo le concernant. Je vous mets le lien en description. Kanye West a fait un long chemin dans le christianisme où il était très vocal sur sa foi. Dieu est en train de m'utiliser. Dieu.
Et Justin, justement, a bien vu cette évolution chez Kanye. Il l'a suivi dans ses concerts d'adoration. Ils ont abordé ensemble des thèmes qui parlaient beaucoup à Justin. Ces paroles rappellent ici que Justin se sent lui-même comme étant un enfant abandonné. Kanye a abordé des thématiques qui résonnent beaucoup avec l'histoire de Justin et de sa mère. En suivant le chemin de Kanye, les conseils de sa femme, mon chemin vers Jésus sera différent du tien. On sert le même Dieu, mais on a des objectifs différents. Et ceux de sa mère, Justin vivra lui aussi des expériences spirituelles, des expériences qu'il partagera à son public en pleurs. Je suis fatigué des religions, sachez-le. Je suis fatigué des divisions, sachez-le. Je veux juste savoir ce que c'est d'aimer les gens. Mais nous avons un espoir et son nom est Jésus. Il a changé ma vie. Cette période de retour à ses sources marquera aussi pour Justin le début de sa guerre contre l'industrie musicale. Avec son album Change, sorti en 2020, Justin était dans une optique de changement réel, de changement profond. Il était aussi dans l'optique de dénoncer l'industrie avec subtilité. Le clip de Yummy en est sûrement le plus grand exemple. Rien n'a été laissé au hasard, comme on a pu le voir dans une vidéo spécialement dédiée aux messages cachés que je vous mets en description. En 2 mots, même si ça n'est pas officiel, il n'y a quasi aucune place au doute. Dans ce clip, qui a été très éprouvant à tourner, Justin dénonçait tout ce qui arrive aux enfants d'Hollywood. Justin n'a pas seulement fait des dénonciations via l'art, il l'a aussi fait de manière plus directe, en interview. Tout particulièrement dans The Zane Lowe Show, émission d'Apple Music, où il se décrivait comme un survivant de l'industrie. Je ne sais pas si j'aurais dû être encore en vie. C'était sombre. Mais je souhaite vraiment raconter mon histoire, elle pourra aider. J'aimerais que les gens jettent un coup d'œil à mon histoire et j'espère que mes mots pourront aider à la comprendre. Dans cette interview, le langage corporel de Justin est des plus inquiétants. Il bouge beaucoup, il ne regarde presque pas l'intervieweur dans les yeux. On le sent encore traumatisé, voire anxieux face aux révélations qu'il fait et aux répercussions qu'elles pourraient avoir. Il revient sur le mode de vie sombre auquel il a été introduit. Et en pleurs, il explique avoir voulu protéger une enfant de ce monde sombre, une certaine Billie Eilish. Elle était complètement fan de lui, et quand elle a, elle aussi, explosé dans l'industrie, Justin aurait dû devenir une sorte de mentor et l'introduire à son mode de vie. Il aurait finalement dû faire ce que Usher avait fait pour lui. Mais Justin a refusé. Il a protégé Billie et lui a évité certaines rencontres. Je voulais juste la protéger, tu vois. Ce que j'ai traversé, je ne le souhaite à personne. Et oui, elle avait besoin de moi. Les gens ne réalisent pas. Les rencontres. Justin fait comprendre qu'il n'a pas voulu jeter Billie dans la gueule du loup, qu'il a voulu mettre fin au concept d'initiation. Mais mettre fin à tout un système est très compliqué. C'est ce que démontre l'histoire d'Aaron Carter. Aaron Carter a eu une carrière très similaire à celle de Justin Bieber. Il a explosé dans les années 90. Il a côtoyé les mêmes personnes que Justin. Il a sombré de la même manière que lui et a tenté de se rallier à la guerre que Kanye West avait lancée contre l'industrie. Mais comme on a pu le voir dans la vidéo concernant Kanye encore une fois, l'histoire d'Aaron Carter s'est très mal terminée. Ils ont tué Aaron Carter. C'est Harlem. Justin n'a jamais réagi à cette mort suspecte, mais il a par contre réagi à une autre sombre histoire de l'industrie de la musique. Cette fois, c'est une histoire liée à David Bolno. Vous vous souvenez, son gestionnaire financier,
Son nom est apparu dans une enquête des plus sombres en 2023. Monsieur Bolno ne travaille pas uniquement pour Justin Bieber, il travaille aussi pour Drake, pour Pharrell Williams, pour will.i.am ou encore pour Camilla Sterling. Et en ce qui concerne Camilla, David Bolno était seul à s'occuper d'elle. C'était son talent. Cette chanteuse colombienne, née en 1998, a eu le droit à toute l'attention de David Bolno. Il lui a créé un label, GTB Records, dans lequel ils se sont concentrés dans de la pop latine. Selena Gomez, c'est ma plus grande inspiration. Si la carrière de Camilla n'a pas vraiment décollé comme elle le souhaitait, sa relation avec Monsieur Bolno, quant à elle, a bel et bien décollé. Et elle est devenue de plus en plus ambiguë. Il lui payait son loyer dans un appartement de 1,4 million de dollars. Elle le surnommait son petit ami. Et dans la soirée du 29 mars 2023, Monsieur Bolno était venu la retrouver dans une chambre d'hôtel de luxe qui était à son nom. Officiellement, Monsieur Bolno est juste venu parler business et musique. Il a quitté la chambre aux alentours de 4 h du matin. Le lendemain matin, les femmes de ménage, prêtes à nettoyer la chambre, ont découvert une chambre dans un piteux état, avec de très mauvaises odeurs, beaucoup de substances et un paquet de préservatifs ouverts. Mais ça n'était rien face à ceux qui les attendaient dans la salle de bain. Elles ont découvert dans la baignoire Camilla Sterling décédée. La chanteuse s'est noyée après avoir abusé de substances. Monsieur Bolno a expliqué être très surpris et affecté par cette tragédie, en soulignant que leur relation était purement professionnelle et qu'elle avait juste de gros problèmes d'addiction. S'il n'a finalement pas eu de problème avec la justice, son nom figurera quand même dans l'enquête forcément et remontera aux oreilles de Justin, qui décidera de ne pas avoir de personnes liées à de sombres histoires dans ses équipes. Après plus d'une décennie de collaboration, Justin a donc décidé de virer David Bolno de ses équipes. Mais en interne, Scooter Braun n'était pas très content. Il a pris la défense de Monsieur Bolno et pour la première fois, en 2023, Justin lui a tenu tête. Il ne s'est pas fait influencer et a pris la décision finale, celle de virer définitivement Monsieur Bolno. Il l'a remplacé par une certaine Lou Taylor. Un choix qui paraît très mauvais pour Justin, puisque Lou Taylor a joué un rôle central dans l'interminable mise sous tutelle de Britney Spears. L'année suivante, peu de temps après que le dossier Diddy éclate au grand jour, Justin s'est séparé de Lou Taylor. Mais elle ne sera que la première d'un grand ménage que Justin fera dans son entourage. Le suivant sera Scooter Braun, son manager de la première heure, celui qui l'a repéré, l'homme en qui Justin avait une confiance absolue depuis tout ce temps. Le chanteur fera quelque chose de très symbolique puisqu'il se désabonnera de lui sur Instagram. Un geste qui n'est pas passé inaperçu, qui a été relayé sans que Justin n'ait à apporter la moindre explication. Alison Kay, sa figure maternelle, sera la seconde. Puis il y aura celui qu'il désignait comme son meilleur ami depuis tout ce temps, Ryan Good. Viendra ensuite le tour d'Usher. Est-ce que tu laisserais tes propres enfants chez Diddy? Oh non! Kenny Hamilton, son garde du corps, aura le même sort que les autres. Enfin viendra le tour de P. Diddy. Cette série de licenciements et de désabonnements massifs fera écho à toutes les allégations de Kanye West, qui affirmait que la grande majorité des personnes autour des célébrités sont en fait des agents, des personnes qui se font passer pour des amis, qui font croire qu'elles travaillent pour la célébrité, mais qui travaillent en fait pour d'autres personnes et pour des projets bien plus sombres. En encerclant sournoisement la célébrité dès le commencement de sa carrière, ces personnes contrôlent la célébrité sur des questions politiques, idéologiques, mais aussi financières, parce que ces groupes sont là pour voler l'argent des artistes. Toutes les célébrités sont contrôlées. Je dois reconnaître qu'en tant qu'ami de Kanye West, j'ai pensé qu'il était totalement fou et paranoïaque quand il me disait que chaque personne qui l'entourait était un agent. Vous savez, P. Diddy,
Mais aujourd'hui, je porte un regard différent sur ce qu'il me disait. Justin semble réaliser à quel point ce système est sombre. Il révèle sur Instagram que ce n'est pas à lui de quitter Hollywood, mais aux mauvaises personnes, parce qu'il est temps que ça change, et parce qu'il y a sûrement des personnes qui ont dû mourir à cause de tout ça. Et il sort un nom des plus inattendus pour appuyer ce qu'il dit, celui de la regrettée princesse Diana. Il affirme que, sans savoir pourquoi, c'est le premier nom qui lui vient en tête. Et si vous avez vu la vidéo sur Michael Jackson, vous savez à quel point cette intuition n'est pas anodine. Elle se souciait vraiment des gens, c'était sincère, ce n'était pas un coup de pub. Parce que je fais les choses différemment. Je ne fais pas ce qui est dicté par un livre. Je fais les choses avec le cœur, pas avec la tête. Justin précise aussi qu'il faut que les lois changent, et il fait sûrement allusion au système juridique d'Hollywood. Puisque la journaliste indépendante Brett Cooper ainsi que la militante politique Candace Owens, qui a d'ailleurs joué un rôle décisif dans la bataille entre Kanye West et l'industrie, révèlent avoir eu les mêmes informations de sources différentes concernant ce qui arrive vraiment à Justin. Brett Cooper a eu ses infos via des proches de Justin et Candace via des personnes en interne de l'industrie. Mais les deux informations sont exactement les mêmes. Justin veut en fait partir d'Hollywood, mais il est bloqué par le contrat que Patty a signé il y a maintenant plus d'une décennie. Selon leurs infos, le contrat signé par la mère de Justin l'oblige à garder secret chaque problème qu'il rencontrerait avec ses équipes de management. Les conflits doivent se régler par un arbitrage. Évidemment, si vous êtes un enfant et que la seule personne à vous épauler est votre mère qui vous a eu quand elle avait 16 ans, quand vous lisez le mot arbitrage dans le contrat, vous n'avez aucune idée de ce que ça signifie vraiment. Mais ça signifie que ça doit être gardé privé. Chaque problème doit se résoudre à huis clos dans les tribunaux de la Californie. Ça expliquerait d'ailleurs pourquoi on n'a eu aucune nouvelle des procédures que Patty a entamées dès 2010. Sauf que le hic, c'est que cette région est infiltrée par des procureurs corrompus qui sont alignés avec tout ce star system et qui ne s'aligneront pas avec la liberté de l'artiste. Si Justin pouvait dire à ses fans ce qu'il vit, il le ferait, mais il ne peut pas. Il est piégé par un contrat face à des personnes très puissantes. C'est comme ça à Hollywood, ils possèdent tout. Je parle des agences, des managers, des juges, des salles d'audience. Il n'y a aucune issue pour ces artistes. Et je vous assure que Justin est actuellement torturé par un arbitrage en ce moment. Ce contrat, signé par Patty, maintient donc Justin sous contrôle de ce système, d'où ses actions très subtiles pour dénoncer ce qu'il vit. Vous ne comprenez pas quel genre de pression ces personnes ont en interne quand ils essayent d'exposer ce genre de choses. C'est sinistre. À l'instar de tous ceux qui ont tenté de se rebeller avant lui, Justin subit une vendetta médiatique. Je suis fatigué de la façon dont la presse manipule tout. Candace révèle que des journalistes touchés par une certaine prise de conscience lui ont fait remonter la vérité, à savoir qu'il y a des directives faites en interne pour s'acharner médiatiquement contre Justin, pour le pousser à bout, pour ternir son image, pour l'intimider et le saboter. Des personnes de l'intérieur qui ont une conscience et qui se sentent coupables de ce dans quoi ils sont impliqués m'ont expliqué ce qui se passait. Et au-delà de leur confession, ils m'ont fourni des preuves concrètes. Un nom a été remonté, celui de Stephanie Jones, une publicitaire aux bras longs et aux pratiques souvent qualifiées d'impitoyables. C'est elle qui serait derrière toute cette propagande médiatique. Et élément très intéressant, parmi ses clients, on retrouve un certain Scooter Braun. Les médias s'acharnent, Justin serait en train de devenir fou, il voudrait divorcer et il serait bien sûr sous l'emprise de sa secte. Allons droit au but, ils disent qu'il est dans une secte. Cette information provient de Ryan Good. Et la secte en question est un rapprochement entre Justin et le pasteur Judah Smith, qui n'est nul autre que le pasteur de sa mère. Vous vous souvenez quand Justin était au plus bas et qu'elle priait ?
Eh bien, elle s'est aussi rapprochée à ce moment-là de son pasteur. Elle lui a supplié de raisonner Justin, mais ce dernier était complètement hors de portée. C'était devenu impossible de lui parler de foi et de le sortir de sa spirale destructrice. Alors le pasteur Judas Smith a eu l'idée d'envoyer le pasteur rockstar Carl Lentz. Celui-ci vient du monde d'Hollywood. Il est habitué à ses coutumes et au monde des célébrités. Il a donc pu s'approcher de Justin, lui ouvrir une petite porte spirituelle en dehors de sa spirale, et c'est ensuite Judas Smith qui a pris le relais. Il s'agit de mon frère. Et je peux vous dire qu'il a changé ma vie, lui aussi. Son nom est Judas Smith. C'est difficile de le regarder sans me mettre à pleurer. Merci Justin, pour m'avoir donné l'opportunité de me présenter. Nous ne sommes pas une doctrine, nous n'avons rien à vendre. Nous sommes juste ici parce que nous croyons qu'il y a un créateur de montagnes, un créateur de rivières, un créateur d'océans, un créateur d'animaux, et bien sûr un créateur d'humains. Et dans chacune de ces créations, il y a de la beauté, il y a un but, il y a de la majesté. Ce pasteur connaît Justin depuis très longtemps. Et ce pasteur n'est pas apprécié par les équipes autour de Justin parce qu'il a soutenu le chanteur dans sa décision de virer David Bono. Il l'a soutenu dans sa toute première révolte et tentative d'émancipation d'Hollywood. Il s'agit de faire une différence dans les rues de Los Angeles de nos jours, en aimant notre prochain, en aidant notre prochain. Ce pasteur est donc complètement novice à tout le Hollywood system, il ne fait pas partie de leur clan, et il a répondu de manière humoristique à toutes les accusations médiatiques qui sont portées contre son église. Je me suis fait arrêter par des paparazzis, c'était une première pour moi. Puis une gentille dame est arrivée avec sa caméra et m'a demandé « C'est vrai que vous êtes dans une secte ?» Je m'attendais pas du tout à une telle question, alors moi j'étais en mode « Oh bah oui !» Et d'ailleurs, vous pouvez m'apporter le serpent là-bas pour qu'on prenne du sang et tout. Je plaisantais bien sûr, et mon ami à côté de moi m'a dit « Non, non, Judas, tu ne peux pas faire ce genre de blague, il t'enregistre. » Non, mais sérieusement, si on était vraiment une secte, on serait sans aucun doute la pire secte de l'histoire des sectes. En fait, Justin subit ce que beaucoup d'autres personnes ont vécu avant lui. Les médias s'acharnent contre lui, avec des narratifs complètement modifiés. Mais cette fois, la chance sourit à Justin, parce que l'information n'est plus totalement contrôlée par les médias mainstream. La vérité éclate sur Internet. Je me fiche de où vous vous situez politiquement ou religieusement, mais je vous le dis maintenant, l'Esprit Saint est en mouvement. Je ne saurais tout vous dire à propos de ce qui est en train de se passer cette année, mais il est évident que rien n'échappera à Dieu. Tous les mensonges sont en train d'être dévoilés. Tout le mal est en train de se faire exposer. De ma propre compréhension des choses, je pense qu'ils veulent contrôler chaque élément de la vie de Justin. Si vous ne priez pas pour lui, je vous conseille de le faire. Parce que, honnêtement, j'ai de réelles inquiétudes pour Justin et Hailey. On sait comment ce genre d'histoire se termine. Il faut qu'il quitte la Californie. Kanye a pris la bonne décision de partir. Peut-être même qu'il l'a pris trop tard. Vous comprenez à quel point la situation autour de Justin est critique et par conséquent à quel point toutes ses activités sur les réseaux ne sont pas à prendre à la légère. Et justement, 2 semaines après avoir unfollow toutes ses équipes et P. Diddy, Justin a unfollow une nouvelle personne que personne n'a vu venir. Sa femme, Hailey Bieber. Ce désabonnement fera naître de nombreuses rumeurs. Celle du divorce sera la plus mainstream, mais il y aura aussi celle qu'Hailey fait elle aussi partie de ce groupe sournois autour de lui, qu'elle serait elle aussi une agent, l'agent ultime. Hailey Bieber est une agent, c'est évident. Regardez attentivement. Hollywood est un système. Hailey fait partie de ce système. Elle est née dedans. Kendall Jenner est née dans ce système aussi. Kendall, qui a joué un rôle important dans la rencontre entre Justin et Hailey, tout le monde autour d'eux fait partie de ce système. Les docteurs, les coachs, les managers. Alors, vous pensez vraiment que la personne avec qui il partage sa vie a été laissée au hasard?
I'm so lonely. C'est une agent, c'est sa gestionnaire. Elle est là pour s'assurer qu'il ferme sa bouche, qu'il garde les secrets de l'industrie. Elle doit s'assurer qu'il ne pose pas de problème. Être la femme de Justin n'est qu'un statut, c'est du business pour elle. Justin ne la traite pas bien. Si vous regardez bien, quand ils sont ensemble, on dirait presque qu'il la déteste. Maintenant qu'il a compris, il fait tout pour nous faire comprendre que cette femme n'est pas sa femme. Il est en mode « aidez-moi ». L'axe business est très intéressant parce qu'effectivement, Hailey a utilisé à très bon escient la notoriété de son mari pour sa marque de skincare, une marque dont Justin a constamment fait la promotion. Je pense que Hailey est sa gestionnaire quotidienne, c'est une agent. Il est dans une vraie tutelle, cet homme n'est pas libre. Cette histoire rappelle celle de Kanye West et de la très suspecte Bianca Censori pour ceux qui ont encore une fois vu la dernière vidéo. Il voulait me mettre sous médicaments tous les jours. Mes antidépresseurs m'aident à sortir du lit le matin. « 24 heures après cette unfollow qui a beaucoup fait parler, Justin a de nouveau suivi Hailey. Il a expliqué dans sa story que quelqu'un a piraté son compte et s'est désabonné du compte de sa femme. Il écrira qu'il se passe des choses très bizarres par ici. Alors qu'est-ce que ça signifie vraiment? Les internautes ont eu toutes sortes d'interprétations. Hailey a fini par calmer le jeu en expliquant que c'était juste un bug. Alors forcément, une grande question intrigue. Est-ce qu'Hailey travaille vraiment pour Justin, main dans la main avec lui? Ou est-ce qu'elle a, comme visiblement toutes les personnes autour de lui, des comptes à rendre ailleurs? Pour répondre à cette question qui est cruciale dans l'avenir et dans la sécurité de Justin, il faut absolument comprendre qui est vraiment Hailey. Et ça risque de vous surprendre. Mais pour répondre à cette grande question, on aura besoin d'une vidéo complète, parce que les Baldwin forment une fratrie très influente à Hollywood, à l'histoire complexe. On va devoir se rendre au Brésil pour comprendre qui ils sont vraiment, et croyez-moi, cette histoire va prendre une tournure très intéressante. Vous allez voir que j'ai en plus laissé tout au long de cette vidéo tout un tas d'indices. Mais je ne vous en dis pas plus, et je vous donne rendez-vous pour l'épisode 2. Ça sera la prochaine vidéo de la chaîne, elle arrive très bientôt parce que j'ai déjà bien avancé le montage. Toutes les questions qui sont encore en suspens seront traitées, tout va prendre sens. Alors j'espère que vous êtes prêts pour la suite, que ce premier épisode vous a plu, que vous avez pu vous faire un avis en toute connaissance de cause. Je vous invite d'ailleurs comme toujours à partager votre avis en commentaire, notamment en ce qui concerne la grande question finale autour d'Hailey Bieber que je laisse pour l'instant en suspens. Et bien sûr si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être sûr de ne pas manquer la suite.